Dans la série Une journée dans la vie 2, après les policiers la semaine dernière, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux médecins. On essaiera de faire une approche globale de la médecine, le curriculum, les années d'études, les budgets, la politique sanitaire même d'Haïti, et essayer de dresser un peu un bilan de ce domaine fondamental, bien entendu. Et comme d'habitude, c'est toujours avec notre ami William Savary que nous allons faire ce petit voyage dans le monde de la médecine. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, nos médecins. Bon, avant de démarrer, allons faire quelques points de clarification. Le premier, c'est que les soins de santé, et la santé en général, dans tous les pays du monde, dans plusieurs pays du monde, constitue une grande partie des revenus du domaine de la santé, représentent d'une bonne partie du produit intérieur brut d'un pays. Donc c'est vraiment une industrie qui est très porteur, c'est ça? Porteuse, merci. Très porteuse en matière en matière d'emploi, en matière de création de richesses, en matière de croissance économique et bien sûr en matière d'utilité publique. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut clarifier, c'est que le champ médical, c'est un champ à partir duquel beaucoup d'éléments, beaucoup d'individus peuvent migrer d'un statut économique à un autre. Parce qu'en fait, c'est le libre commerce, c'est basé sur le savoir. Dans la mesure où la personne peut accumuler le savoir, peut acquérir le savoir, donc il y a moyen pour cette personne de pouvoir se créer une situation économique plutôt favorable. Oui. Maintenant, d'un point de vue sociétal, il y a souvent une confusion en Haïti où les gens vous parlent de la question de classe sociale en fonction de la couleur de la peau. Mais les gens doivent se rendre compte que les classes sociales, c'est une catégorie économique qui est basée en fonction de la position de la personne dans un appareil de production. Et d'où donc vous avez les éléments vous avez la bourgeoisie, vous avez la petite bourgeoisie, d'où la classe moyenne et les ouvriers, donc et le lumpen prolétariat, les individus qui en général participent dans le domaine des professions libérales. Ce sont les éléments en général dans un pays qui constituent un grand élément. Ils sont nombreux à constituer la classe moyenne. Donc, un médecin peut être blanc, noir ou mulâtre. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à l'autre. Il y a simplement une question. Il fait partie de la classe moyenne d'un pays. C'est ça, oui. Donc, tout ceci, comme introduction à ce sujet, un médecin en Haïti a beaucoup de défis. Par exemple, pour devenir médecin, on parle d'études de 5 ans à 7 ans dans certaines facultés, minimum. Ensuite, vous parlez... Et ça, c'est pour devenir, si j'ose dire, médecin de base. Médecin de base, sans la spécialisation. Exactement. Et maintenant, c'est encore 2, 3, 4 ans de plus. Et l'avantage qu'ils ont en Haïti, c'est que la formation de médecin en Haïti, c'est quelque chose qui se fait à très bon marché. Lorsque vous comparez, par exemple, un médecin qui finit aux États-Unis, après les études, si ses parents ne sont pas bien munis financièrement, c'est un gars qui doit au système bancaire près de 200 à 300 000 $. Alors que j'aimerais faire une toute petite parenthèse. Ce que vous avez défini là des médecins est un tableau de ce que représente le médecin dans la société. C'est un tableau qui décrit beaucoup plus ce qui se passe aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. D'ailleurs, il suffit qu'on se rappelle le combat que le président Obama avait dû mener pour imposer son Obamacare. Pourquoi l'avait-il fait? Parce qu'à l'époque, 50 millions d'Américains n'avaient aucune couverture sociale. Bon, là, maintenant, on peut mettre... En Europe, c'est impensable.
Maintenant, oui, ceci rentre dans le cadre de l'assurance universelle. Oui, Et c'est ça. ce qui n'existe pas en Haïti. Priorité au privé. Ouais. Vous prenez une assurance privée si vous voulez. L'État s'en fout. Bon, c'est pas que l'État, c'est pas que l'État soit indifférent, c'est plutôt que les ressources financières pour mettre sur pied l'assurance universelle est substantielle. Donc, nous faisons souvent à la notion de la croissance économique. Et on se concentre, et tout ceci découle de la croissance économique. C'est à partir de la croissance économique que les revenus budgétaires de l'État, les impôts, tout ça sont payés pour que l'État puisse répondre aux besoins de la société. Oh ben William, moi, sans être un spécialiste en la matière, et tant s'en faut, moi je pars du principe que si l'Europe a réussi à le faire, il est presque indigne qu'un pays comme les États-Unis n'ait pas au moins commencé à le faire. Les traditions politiques en Europe sont différentes que les traditions politiques américaines. Parce qu'aux États-Unis, il faut protection des citoyens, sécurité sociale. Aujourd'hui, vous dites à un gouvernement américain où je serais intéressé à avoir une sécurité sociale dans le pays, il vous traite de communiste. Bon, écoutez, ça dépend de quel type d'État que vous voulez avoir. Aux États-Unis, c'est le marché libre, c'est la notion du marché libre qui prime. Donc, l'économie libérale, c'est ce qui prime. Donc, leur politique publique s'aligne sur la notion de l'économie libérale. Tandis qu'en Europe, il y a une tradition plutôt socialisante. Donc, c'est vraiment... Barack Obama n'était pas moins libéral qu'un autre. Il avait simplement une vision sociale un petit peu plus affinée. Bon, il ne faut pas oublier, Hillary Clinton avait évoqué les mêmes problèmes également. C'est que après la formation, les gens ont l'obligation de faire un service public, un service social dans les hôpitaux de ce pays. Absolument. Donc, les hôpitaux publics. Oui, privés aussi parfois. Hein. Ah bon? Oui. Maintenant, il y a à peu près 49 hôpitaux dans le pays, donc c'est-à-dire qu'il y a assez d'hôpitaux qui pourraient accueillir les étudiants sortants. Mais là, il faut avoir beaucoup de poules, il faut avoir un réseau pour influencer les décisions, pour être accepté dans les hôpitaux qui conviennent le mieux. Donc, mais il y a des options qui sont disponibles où que les gens, après leurs études, peuvent vraiment avoir un endroit où faire l'apprentissage de devenir médecin, parce qu'en fait, finir les études, c'est une chose, mais faire l'apprentissage, c'est autre chose. Absolument. Maintenant, après l'apprentissage, le médecin obtient sa licence pour pratiquer la médecine. Pratiquer la médecine, ça veut dire quoi? Ça veut dire où l'individu peut ouvrir sa propre clinique, où l'individu rentre dans une boîte de l'État ou une organisation à but non lucratif, ONG, où la personne commence à vraiment se démerder professionnellement. Maintenant, une fois que après toutes ces années, la personne commence à travailler, un médecin a vraiment une journée plutôt... En fait, la journée de médecin en Haïti n'est pas différente de la journée de médecin quel que soit le pays du monde. Quelque pays que ce soit, absolument. Premièrement, le gars, d'abord, il appelle l'hôpital pour s'assurer que le patient n'a pas eu les patients qu'il a à l'hôpital, qui ont été hospitalisés. Il appelle ou tout simplement, il va faire un tour à l'hôpital, voir individuellement, c'est la tournée du matin. Il appelle et aussi il y va. Et il y va, oui. Maintenant, à la suite, il y a bien sûr la pratique privée. Et après la pratique privée, parfois, il y a certains médecins qui vont voir leurs patients, les patients qui sont hospitalisés le matin, d'autres qui vont l'après-midi. Donc, c'est vraiment le contenu de la journée d'un médecin. Il y a certains hôpitaux qui admettent, là où les patients sont admis, c'est ça? Oui, les hôpitaux prennent soin des patients. Donc, c'est-à-dire le médecin n'a plus le contrôle de ce patient. Il y a, par exemple, Bernard-Meuse, par exemple, l'hôpital de Mirbalais. Donc, ils ont leur propre équipe et qui sont considérés comme les 2 meilleurs hôpitaux aujourd'hui en Haïti. En fait, Mirbalais, c'est vraiment dans la Caraïbe.
Caraïbes. Oui, c'est plus. Oui, Mirebalais dépasse les limites de national, d'Haïti, oui. absolument, oui. Maintenant, il y a d'autres hôpitaux, par exemple, comme le canapé vert, où le médecin admet ses patients et rend visite à ses patients bien. Absolument, Donc, oui. et maintenant, ceci est important. Pourquoi? Parce que ça vraiment détermine les revenus du médecin. Bien sûr. Et ça devient le grand défi en Haïti pour un médecin. Le premier grand défi, c'est que les médecins connaissent, c'est après le tremblement de terre, il y a eu une avalanche de ONG qui sont venues en Haïti et qui fournissaient les soins médicaux gratuitement. Et ceci a beaucoup affecté les revenus des médecins dans ce pays. Et a également changé la dynamique dans la médecine en Haïti. Parce qu'une bonne partie de la population est devenue habituée à obtenir les soins gratuitement. Hein? Donc, mais ça a laissé de l'espace, par exemple, pour Médecins sans frontières, pour trouver un espace en Haïti. Il y a eu Médecins sans frontières et Médecins du monde. Et Médecins du monde. Donc, ils remplissent une bonne... ils rendent service à la nation, mais en même temps, ils décapitalisent une partie de la classe moyenne. Hein, donc, et maintenant, il y a vraiment... et si, par exemple, il y avait une assurance nationale, ce que vous venez d'évoquer pour les États-Unis, peut-être que les médecins auraient pu compenser pour les pertes de revenus à cause de la présence des ONG. Mais il y a une étude qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale, de la Santé publique, qui indique, par exemple, 33% des revenus des médecins, avec 33% de la population plutôt, 33% des ménages paient leurs soins médicaux dans le pays. Donc, il y avait 30 à 33%. Donc, vous avez 67 à 70% qui dépendent soit des ONG ou soit des hôpitaux publics. Donc, c'est très considérable pour 3 raisons. La première, c'est que s'il n'y a pas croissance économique, les patients retardent leur visite médicale, la santé se détériore et ça se reflète également sur leur productivité. Hein? La deuxième, c'est que ça permet la continuité de la présence des ONG dans le pays. Parce que le budget national pour la santé est de 8 millions de dollars, à peu près 73 centimes or américains par patient. C'est ça le budget de la République. Parce que pour l'international, nous recevons à peu près 285 millions de dollars. Qui représente, par exemple, il y a 2 calculs à faire. Si on fait le per capita income sur la population de 12 millions, ça nous donne à peu près 24 dollars par per capita. Mais si on fait abstraction des 30% de ménages qui paient leurs propres soins, donc ça vous donne à peu près 31 dollars per capita pour les soins de santé dans le pays. Donc, lorsqu'on additionne les soins, le financement de l'international au financement national, en fait, les soins de santé en Haïti, le budget national pour les soins de santé qui s'approche de 300 millions de dollars. Donc, ce qui n'est pas petit. Okay? Mais attendez, là, quand même, ça demande une petite clarification. Ce budget pour la santé recouvre quoi ? La construction, l'entretien des hôpitaux, le salaire des médecins résidents. Tout ça. Tout ça est pris en compte. Ensuite, il ne faut pas oublier que, par exemple, un pays comme l'Espagne, par exemple, parfois, elle ne donne pas de l'argent, mais donne des équipements, des supplies. Matériel. Hein? Donc, vraiment, nous avons un budget pour la santé qui est assez considérable dans le pays. Donc, il y a moyen, avec une bonne intégration de ce budget à l'intérieur du budget national, de vraiment constituer quelque chose de significatif qui pourrait répondre aux besoins de santé dans le pays. Okay? Le troisième point que je veux mentionner, c'est que l'absence d'un plan universel de santé, en plus de causer, par exemple, la chute des revenus au niveau des médecins, mais ça cause également une chute dans la productivité, parce que la santé universelle recouvrerait tous les employés.
au niveau de manufactures, au niveau des zones franches, tout ce que vous voulez. Et parce que le point de la santé, c'est vraiment la prévention. En fait, il y a deux approches de la santé. Il y a l'approche de la prévention et l'approche de la guérison. Donc, l'approche de la prévention, c'est ce qui vraiment contribue le plus à la croissance économique parce que ça permet que les ouvriers puissent être en bonne santé et aller au travail et être productifs. Il y avait eu une tentative de cela il y a des années, peut-être 30 ou 40 ans, et d'une assurance que les patrons, quel que soit patron de quoi, patron de sa maison ou patron de son industrie, pouvaient prendre à un coût extrêmement faible, tout à fait faible. Comment ça s'appelait encore? La Croix-Blanche. Oui, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs tentatives. Pourquoi ça n'a pas réussi? Maintenant, je ne sais pas. En général, ce qui est peut-être constaté, quel que soit le champ dans lequel vous voulez faire les recherches, c'est pas nécessairement les coûts les plus bas qui sont importants. Parce que le coût bas ne permet pas votre survie. Parce qu'il y a quand même... Là, il jouait sur le nombre. Oui, Si un patron d'une usine a 1500 ouvriers qui travaillent pour lui et que... il paye pour ces 1500 ouvriers, disons, 5 gourdes par mois, on va imaginer que tous ils vont tomber malades en même temps. En fait, c'est le principe de l'assurance. Le principe de l'assurance, c'est le nombre qui compense la modicité. Oui, mais je vais vous prendre un exemple. Par exemple, vous prenez le cas d'un client qui peut avoir un cancer. Où le coût de traitement d'un cancer, peut carrément casser la caisse. Absolument. Oui, bien Donc, sûr. c'est pourquoi les coûts par service doivent vraiment correspondre à une moyenne qui reflète vraiment le coût de la livraison du service. Et ça ne peut pas être un coût politique. C'est bas, c'est politique, c'est populaire. En général, ça ne marche jamais. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Oui, parce qu'en fait, Parce que l'intérêt de la chose, c'est que, par exemple, le personnel de maison qui, compte tenu de la modicité de ce qu'il leur est payé, ce sont des gens qui, très souvent, dépendent du patron pour les grosses dépenses. Il s'agit des funérailles, en général, c'est pris, une maladie grave, c'est pris, bon... Alors qu'avec ce système, il suffisait qu'ils se présentent dans n'importe quel centre de santé avec leur carte. Oui. C'est le point de l'assurance, c'est qu'il faut que l'assurance... Et là, c'était win-win pour tout le monde. Il faut que le coût de fonctionnement soit à la hauteur. Parce qu'il faut prendre carrément, il faut dire carrément, on va pas... Le gars qui est le propriétaire d'un immeuble, qui vous loue l'immeuble, vous n'allez pas lui dire que, bon, mes coûts sont bas, donc il faudrait me résoudre mon loyer. L'électricité non plus, le pétrole non plus, les coûts, les voitures. Donc, il y a vraiment des coûts qu'il faut vraiment prendre en considération toutes les fois. Et ceci, c'est vrai pour quelle que soit l'entreprise. Il y a des coûts qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, incompressibles. Des coûts incompressibles, merci. French is good. Maintenant, il y a une chose, en plus du fait de l'assurance universelle. Donc, il faut également, on a dit tantôt que le système, le business de la santé représente une portion considérable du produit intérieur brut de plusieurs pays. En fait, si l'approche du business de la santé, c'est de faire à ce que le business de la santé contribue au produit intérieur brut, il faut également qu'on pense aux diverses façons de faire que le business de la santé génère des profits. Et c'est quelque chose qui n'est pas généralement fait en Haïti, par exemple. Vous venez de mentionner tantôt qu'il y avait une époque où les étrangers venaient en Haïti pour leurs soins dentaires. Ah oui, ça c'était les Américains. À l'époque d'Estimé de Magloire, il y avait des charters entiers de gens qui venaient aux États-Unis, qui prenaient un package d'une semaine ou 15 jours de vacances en Haïti. Ce package comprenait évidemment la plage, l'hôtel, les frais, etc., et tout inclus.
et également un passage chez le dentiste. Et l'intérêt de la chose, c'est que c'était surtout des Américains qui faisaient ça. Ces Américains qui venaient, le séjour de vacances plus les soins dentaires leur coûtait moins que ne leur aurait coûté aux États-Unis les seuls soins dentaires. Mais aujourd'hui, ceci se pratique, mais peut-être pas en Haïti, mais c'est un champ une source de revenus pour un pays qui s'appelle le medical tourism, le tourisme médical, où les gens effectivement viennent dans un pays quelconque, exact, là où les soins médicaux sont à meilleur marché, et pour eux. Maintenant, il y a une chose. C'est ce qui a coulé le système social anglais. L'hôpital anglais a été coulé par le nombre d'étrangers, parce que la règle était, dès que vous êtes sur le sol britannique, vos droits sont les mêmes que les Britanniques eux-mêmes. Il y avait des gens qui organisaient, qui attendaient de tomber malades, qui arrivaient à Londres ou ailleurs, et qui encombraient les hôpitaux. Et le système, c'est pas que... Non, ce qui est arrivé, on peut dire ça d'une autre façon, c'est parce qu'il y avait un budget pour la population anglaise. Parce qu'en fait, c'est à partir des revenus des impôts. Maintenant, il se trouve qu'une augmentation sur l'utilisation des services, les services, on ne pouvait pas compresser les coûts de fonctionnement. Et oui. Maintenant, il y a eu des abus qui ont été commis. Maintenant, le tourisme médical, c'est un champ nouveau en fait, c'est pas nouveau, mais c'est un champ qui est très porteur. Par exemple, si toutefois un pays s'engage dans ce champ, il y a un investissement massif à faire en matière de formation professionnelle, en matière d'équipement, en matière d'usage, en matière d'hôtel, en matière de soins, etc. Donc, et ceci pourrait constituer un pôle. À partir duquel on peut créer des emplois et on peut créer des revenus considérables pour le pays. Oui, bon, malheureusement, on n'est pas sur cette voie-là. Moi, ça me fait mal quand j'y pense de voir que il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, n'importe qui était diplômé de la faculté de médecine de Port-au-Prince, mon diplôme de médecin en main, il pouvait aller dans n'importe quel pays et commencer à pratiquer sans avoir à subir le matching, les épreuves d'équivalence. Le diplôme de médecine était reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne le reconnaît nulle part. C'est bien que vous ayez mentionné ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, pendant les années 60, en fait, la majeure partie des médecins qui travaillaient dans les endroits défavorisés aux États-Unis, c'était les Haïtiens. Et ce sont des médecins haïtiens qui ont fait la réputation de la médecine canadienne. Ouais. Maintenant, il faut aussi souligner qu'à l'époque, aux États-Unis, à cause du racisme, on n'admettait pas les Noirs à l'école de médecine aux États-Unis. Donc, c'est vraiment l'arrivée des Haïtiens dans les endroits défavorisés qui ont vraiment mis à la disposition d'une grande partie de la population américaine la notion de les soins médicaux. Donc, juste en terminant, il y a quand même un mot que nous n'avons pas signé en parlant de médecine et qui devrait quand même être un exemple pour le monde entier, c'est Cuba. Bon, encore système différent. Système complètement différent, mais regardons le résultat. Quand je dis Cuba système, je veux dire... envoyer des centaines de médecins dans le monde entier. Cuba n'est qu'une petite île. Non, quand je dis système, j'ai mal parlé. Je préfère dire ça dépend de quel modèle politique que vous avez adopté. Parce que le modèle politique détermine ce que vous faites de votre population. Bon, écoute, je ne crois pas qu'il y ait de politique plus antinomique que la politique haïtienne et la politique cubaine. Pourtant, c'est par centaines que Cuba n'a jamais cessé d'envoyer des médecins en Haïti. On n'en parle pas, il ne faut pas de bruit. En fait, mais ils sont efficaces. C'est intéressant que vous ayez mentionné ceci. Il faut pas. En Haïti, nous avons un problème grave, un problème qu'il faut souligner, pas grave, mais qui peut se résoudre. La majeure partie des médecins cubains qui viennent en Haïti, en général, quittent
gentiment, parce qu'ils sont ignorés. Les Haïtiens qui ont été à Cuba étudier la médecine lorsqu'ils reviennent en Haïti, en général, ils ne sont pas bienvenus. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau de l'institution même de la formation des médecins qu'il faut adresser. Eh bien, nous allons mettre un terme à cette discussion aujourd'hui, cette série, une journée dans la vie du médecin. Nous avons ratissé large aujourd'hui. On est passé à Cuba, aux États-Unis, on a vu la vie des médecins, etc. Il faut quand même, en conclusion, pousser un cri d'alarme. On ne peut pas laisser l'hôpital haïtien, quand je dis l'hôpital, je parle des institutions, dans l'état où il est. Et évidemment, à l'exception de Mirebalais et de l'hôpital Bernard-Meuse, quand on voit l'état dans lequel se trouve le plus grand hôpital du pays, qui est le grand hôpital, le centre, qui est également centre universitaire, c'est une honte. On n'a pas le droit de faire ça. Surtout quand on pense à ce que représentait la médecine haïtienne il y a encore quelques décennies. Merci. Bien, merci Serge. Merci William. Merci pour tous ces coups de projecteur. On va essayer d'aiguillonner les gens. Ouais, c'est ce qu'on fait depuis, voilà, très bien. Depuis le début des échos de la finance. Alors, il faut dire une chose. Ouais. Nous avons reçu de plusieurs personnes, des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat à partir de ce que nous avons eu à dire dans le show Les Échos de la Finance. Donc, je félicite ces gens et je souhaite que d'autres vont les suivre. Très bien. Allez. Merci Serge. Bon week-end à la semaine prochaine. À la semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.